Le 12 septembre 2025, des astronomes ont détecté un phénomène qui a bouleversé toutes leurs prévisions sur le fonctionnement de l'univers. Un objet colossal surgissait des ténèbres de l'espace profond, sa queue s'étendant dans le ciel sur une distance 5 fois supérieure à celle de la pleine Lune. Un objet si gigantesque que même des astronomes amateurs équipés de télescopes de jardin pouvaient l'observer. Quelques heures plus tard, sa présence était confirmée. Il ne s'agissait pas d'une comète ordinaire. C'était un objet bien plus grand, bien plus brillant et bien plus étrange que tout ce que nous avions jamais enregistré. Officiellement catalogué sous le nom de C2025 R2, il est désormais simplement appelé Swan. Mais c'est le moment précis de son apparition qui a véritablement stupéfié les scientifiques, car un autre objet, le déjà tristement célèbre Atlas 3I, se dirigeait également vers le Soleil, venant de la direction opposée dans le ciel. Tous deux atteindront leur point le plus proche du Soleil dans la même fenêtre de 10 jours. Tous deux seront cachés par l'éclat solaire au moment le plus critique et tous deux présenteront des anomalies qui défient les lois de la nature. La probabilité qu'une telle double rentrée cosmique se produise par hasard est si infime que certains scientifiques ont cessé de parler de coïncidence et évoquent plutôt le terme de mission. Si un seul objet interstellaire était déjà suffisamment étrange, l'arrivée d'un second, 100 fois plus massif, ciblant le même couloir solaire, laisse penser que nous ne sommes peut-être pas témoins d'un simple accident astronomique. Il se pourrait que nous assistions à une opération en cours, au fur et à mesure que les données affluent. Ce qui nous a frappé en premier lieu concernant SWN, ce n'est pas seulement sa taille, mais son comportement. Contrairement aux comètes classiques, qui diffusent la lumière selon des schémas prévisibles, les propriétés réfléchissantes de SWN ont révélé des signatures métalliques, des traces de nickel et de cobalt, les mêmes matériaux que nous utilisons pour forger des alliages durables et nous protéger de la corrosion. Certains chercheurs ont commencé à l'appeler la forteresse, car alors que la plupart des comètes se désintègrent sous l'effet du rayonnement solaire, celle-ci semblait protégée, blindée, conservant même une courbe de luminosité bien supérieure à ce que la glace et la poussière naturelle pouvaient expliquer. Et sa queue, déjà d'une longueur record, ne se comportait pas comme une vapeur chaotique, mais pulsait avec de subtils changements rythmiques, comme si des micro-poussées contrôlées guidaient son mouvement. Imaginez un char d'assaut de la taille d'un gratte-ciel dérivant dans l'espace enveloppé d'un halo scintillant qui pourrait être non seulement gazeux, mais aussi un bouclier électromagnétique déviant la fureur des vents solaires. C'est l'image à laquelle les scientifiques sont actuellement confrontés. Mais plus troublant encore que son ampleur, c'est le moment où il se produit. Car si Swan se dresse comme une forteresse, son petit frère, le 3 et Atlas, se comporte comme un drone, agile, imprévisible, avec d'étranges accélérations et des changements de couleur de la queue qu'aucun phénomène naturel ne peut expliquer pleinement. Ensemble, ils ne ressemblent pas à de simples visiteurs. Ils ressemblent aux pièces d'un même puzzle, deux éléments d'un système convergeant vers le Soleil simultanément, cachés à nos yeux précisément durant les jours où leur véritable fonction pourrait se révéler. Lorsque les astronomes reportent les vecteurs d'arrivée de SSWN et d'Atlas sur une carte stellaire, un phénomène extraordinaire se produit. Le signe vient du Verseau, Atlas du Sagittaire. Deux origines séparées par plus d'un quart de la sphère céleste. Pourtant, malgré leurs angles d'approche radicalement différents, ils pénètrent tous deux dans le système solaire interne à une distance presque identique, atteignant leur périhélie à seulement 3 jours d'intervalle. Statistiquement, une telle synchronisation est impossible. Les comètes, de manière aléatoire, répartissent leurs arrivées sur des décennies, voire des siècles, mais jamais de cette façon. Puis vient l'obscurité. Du 8 au 18 octobre, l'éclat du Soleil aveugle nos télescopes, créant une période durant laquelle ni SW ni Atlas ne peuvent être observés directement. Il en résulte que leur point le plus proche du Soleil et l'un de l'autre se produit précisément au moment où les instruments terrestres sont incapables de l'observer. Pour beaucoup, cela ressemble moins à une coïncidence qu'à une coordination, comme si leur trajectoire avait été délibérément conçue pour se croiser à l'abri des interférences solaires. Imaginez un peu, deux anomalies arrivant simultanément, leur rendez-vous se faisant au même endroit et au même moment que nous ne pouvons observer. En dynamique orbitale, les astronomes appellent cela un couloir, une étroite fenêtre spatio-temporelle où deux objets s'alignent d'une manière qui défie le hasard.
Et ce corridor, qu'il soit le fruit du hasard ou d'une volonté délibérée, a contraint la communauté scientifique à envisager une possibilité qu'elle a longtemps évitée. Et si ces personnes ne faisaient que passer, mais convergeaient vers un but précis? Si la mécanique orbitale soulève des questions, les données énergétiques sont alarmantes. Atlas a déjà surpris les chercheurs par des accélérations fulgurantes comparables à celles d'un propulseur. Chaque impulsion nécessiterait la puissance de 10 centrales nucléaires pour être expliquée. Mais Swan rend même cela insignifiant, car son niveau d'énergie implicite est de l'ordre de 10 gigawatts, supérieur à la puissance totale du réseau électrique terrestre. Aucun noyau de comète naturel ne peut produire une telle énergie brute. Ces métaux réfléchissants sont halo-persistants et ces pulsations rythmiques suggèrent non pas un dégazage, mais un contrôle. À l'instar d'une machine utilisant des impulsions de plasma pour se diriger, l'idée d'une propulsion artificielle, jadis reléguée au rang de science-fiction, circule désormais discrètement parmi les astronomes qui ne peuvent plus ignorer les chiffres. Et puis il y a la question du rythme des impulsions elles-mêmes. Assez régulier pour ressembler à un signal, suffisamment structuré pour suggérer une communication et si constant que certains considèrent Swan non pas comme une forteresse, mais comme une balise. Si Atlas est un drone qui manœuvre et s'ajuste, Swan pourrait bien être le vaisseau mère. Structure colossale conçue pour survivre des millénaires dans l'espace, elle n'arrive pas par hasard, mais selon un cycle. Avec une période orbitale de plus de 22 ans, Swan aurait pu passer par ici bien avant l'histoire écrite, peut-être même durant la dernière période glaciaire, laissant des traces que nos ancêtres auraient pu mémoriser sous forme de mythes, de gravures ou d'avertissements. Et voilà qu'elle est de retour, alignée une fois de plus avec une autre anomalie, comme pour nous rappeler que nous ne sommes pas la seule intelligence à façonner le ciel. Alors que la curiosité mondiale était à son comble, le silence s'est abattu. La NASA, l'ESA et d'autres agences ont discrètement restreint la diffusion des données, suspendant l'imagerie haute résolution et le suivi radar précisément pendant les jours où les deux astres seraient au plus près du Soleil. Officiellement, cette mesure a été présentée comme une interruption de service due à la conjonction solaire, une procédure de sécurité standard. Mais en coulisses, des fuites ont révélé que les ordres étaient explicites. Éviter les déclarations publiques, refuser les demandes de données brutes et réorienter les propositions vers des observations alternatives. La coupure d'électricité n'était pas spontanée, elle était imposée. Pourtant, le silence des institutions n'a fait qu'amplifier la voix des astronomes indépendants qui se sont mobilisés sur les forums et les réseaux privés pour que leurs télescopes restent pointés vers le ciel. Des groupes comme le collectif Abero Tracker en Espagne et le réseau de télescopes distribués de Bill Gates ont commencé à partager des données, cherchant désespérément à obtenir ne serait-ce que des fragments d'informations que les gouvernements refusaient de divulguer. Cette résistance citoyenne a alimenté les spéculations selon lesquelles quelque chose d'extraordinaire se trame en coulisses. Voilà ce que les agences veulent cacher au public. Car si Swan et Atlas convergent dans un but précis, la véritable question n'est pas seulement de savoir ce qu'ils sont, mais pourquoi ils sont là maintenant. Et si leur rencontre était orchestrée, alors l'humanité s'est déjà retrouvée malgré elle au cœur d'une mission à laquelle elle n'aurait jamais dû assister. Alors que les télescopes suivaient 3E Atlas, un phénomène inhabituel est apparu. Sa queue ne se contentait pas de briller, elle changeait d'une manière qui semblait délibérée. Au cours d'une période de plus de 10 ans, les télescopes ont observé 3E Atlas. Sur une période de quelques semaines, 3 accélérations soudaines ont été enregistrées. Chacune était brutale et inattendue, espacée presque comme une horloge, et chacune coïncidait avec un étrange changement de couleur de la queue. Un instant, la lueur virait au rouge. L'instant d'après, elle revenait à la normale, puis reprenait sa couleur initiale, comme si un mécanisme invisible ajustait sa propulsion. Le dégazage naturel des comètes se produit progressivement, sous l'effet de la chaleur du Soleil. Mais ce qu'Atlas a montré était abrupt, rythmé et contrôlé. Les estimations énergétiques suggèrent que la puissance requise pour chaque poussée était équivalente à celle de 10 centrales nucléaires fonctionnant à pleine capacité. Pour un morceau de glace et de poussière, cela aurait été impossible. Pour une machine, ce serait logique. Parallèlement, la structure massive de SW reflétait ce comportement à une échelle encore plus grande.
Sa queue gigantesque n'était pas chaotique, mais pulsait par de micro-rafales qui la poussaient subtilement, comme des corrections de cap effectuées avec précision. Ces deux objets, l'un petit et agile, l'autre immense et irrésistible, semblaient manœuvrer au sein du système solaire non pas comme des vagabonds, mais comme des acteurs d'un plan. Et le plus glaçant était ceci. Leur poussée n'était pas aléatoire. Elle semblait synchronisée. La dynamique orbitale est le seul instrument sur lequel les astronomes fondent leur confiance pour révéler la vérité. Mais ici, la vérité est troublante. Swan et Atlas, bien qu'arrivant de directions complètement différentes dans la galaxie, se sont alignés pour occuper le même étroit couloir d'espace-temps. Leurs points de périhélie, ces passages au plus près du Soleil, se sont retrouvés distants de seulement 50 millions de kilomètres, une distance inférieure à celle qui sépare la Terre de Mars. Leurs trajectoires, synchronisées à 3 jours près, se sont déroulées précisément durant la période d'obscurité solaire où les télescopes terrestres étaient aveuglés par la luminosité. Pour les observateurs de comètes habitués à des siècles de données, c'est du jamais vu. Normalement, les visiteurs interstellaires apparaissent sporadiquement, parfois à des décennies d'intervalle, leurs orbites dispersées dans le temps et l'espace. Mais ici, nous avons deux anomalies qui se croisent dans le même couloir en parfaite synchronicité, comme si elles étaient guidées par un horaire, une horloge dont le tic-tac dépasse l'entendement humain. C'est comme si le Soleil n'était pas seulement un centre gravitationnel, mais un point de rendez-vous, un carrefour pour des missions que nous commençons à peine à percevoir. Quand le hasard n'a plus d'importance, la conception apparaît comme la seule explication plausible. Et aujourd'hui, même les astronomes les plus prudents admettent, cela semble avoir été orchestré. Lorsque les scientifiques ont comparé l'énergie dégagée par les deux objets, l'incrédulité a fait place à l'effroi. Atlas, avec ses poussées soudaines, a émis des impulsions d'une puissance équivalente à 10 gigawatts, suffisante pour alimenter de grandes villes. Mais la luminosité soutenue de SW impliquait une production d'énergie de 10 gigawatts, supérieure à celle de la Terre entière. Une telle quantité d'énergie est incompatible avec les processus naturels. Les comètes subliment la glace. Les astéroïdes réfléchissent la lumière du Soleil, mais rien ne peut maintenir une telle puissance stable et immense sans s'effondrer. Les théories commencèrent à fuser. Le SW captait-il l'énergie solaire, utilisant le Soleil lui-même comme une station de recharge colossale? Son énorme coque métallique était-elle conçue pour capter le rayonnement et le convertir en propulsion? Certains chercheurs marginaux ont même avancé l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'une comète, mais d'une structure semblable à une forteresse. Sa vaste queue lumineuse serait un effet secondaire de son blindage plasma. L'hypothèse la plus troublante est que son énergie n'aurait pas servi au voyage, mais à la communication. Un signal émis non pas vers la Terre, mais vers un lieu très lointain. Ces émissions pulsées transportent des données à travers le vide. Si cela est vrai, alors SW ne fait pas que visiter, il fait un reportage, et nous ne sommes pas le public visé. Alors que les deux astres approchaient de leur périhélie, les institutions auxquelles nous nous fions pour accéder à la vérité ont commencé à se taire. La NASA, l'ESA et l'ISRO ont toutes réduit leur mise à jour, restreint l'accès aux données en direct et refusé les demandes d'accès aux observations brutes sur Internet. Des informations autrefois publiques sont soudainement devenues classifiées. Sous la pression, les responsables ont invoqué un examen interne et une interruption de service liée à la conjonction, mais en coulisses, des astronomes ont murmuré avoir reçu l'ordre formel de garder le silence. Les demandes FO1A ont renvoyé des documents fortement expurgés et des fuites provenant du personnel de l'observatoire ont suggéré que des chercheurs avaient été réaffectés, des équipes dissoutes et les flux des télescopes restreints. Ce n'était pas le silence habituel de la science prudente. C'était un blackout total sur les intentions. Parallèlement, des astronomes indépendants comblaient ce vide, mobilisant des réseaux de télescopes amateurs, de satellites détournés de leur usage premier et de canaux de données cryptés pour suivre ce que les gouvernements refusaient de partager. Plus le silence régnait au sommet, plus les rumeurs se faisaient entendre. Il se passait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de si révolutionnaire que le silence était devenu une forme de contrôle. Car lorsque des découvertes menacent non seulement la science mais aussi le pouvoir, la vérité n'est jamais niée, elle est occultée. Et dans ce cas précis, ce silence est peut-être la preuve la plus terrifiante qui soit.
Alors que SSW et Atlas approchaient de leur point le plus proche, les scientifiques ont commencé à réexaminer d'anciennes archives, non par désespoir, mais parce que la période orbitale de SSW suggérait quelque chose d'étonnant. Cet objet revenait tous les 22 554 ans, ce qui signifiait que son dernier passage coïncidait presque parfaitement avec la fin de la dernière période glaciaire. Des sites archéologiques comme Göbekli en Turquie ont soudainement acquis une nouvelle importance car parmi ces anciennes sculptures sur pierre figurent des représentations d'événements célestes, de spirales et de symboles que certains chercheurs pensent pouvoir représenter des comètes à longue période traversant les cieux préhistoriques. Imaginez les premières civilisations humaines contemplant une forteresse lumineuse de la taille d'un petit monde dominant les cieux, laissant des impressions si puissantes qu'elles devinrent des mythes gravés dans la pierre pour des générations. Se pourrait-il que SW ait été là auparavant, témoin de son arrivée par des yeux antiques, consigné sous forme d'avertissement, de prophétie ou d'iconographie religieuse? Si ce cycle se répète depuis la nuit des temps, alors peut-être que ce que nous observons aujourd'hui n'est pas seulement de l'astronomie, mais le retour de quelque chose que nos ancêtres ont jadis craint suffisamment pour l'immortaliser. Derrière les communiqués de presse soignés et les déclarations scientifiques prudentes, des opérations discrètes se déroulaient dans l'ombre. Des sources murmuraient qu'une sonde classifiée avait été lancée depuis une plateforme orbitale secrète, une mission conçue pour tester la véritable nature de Swan. La sonde était équipée de scanners à particules de pointe, conçus pour percer la queue aveuglante et recueillir des données structurelles à haute résolution. Elle n'y est jamais parvenue. À un peu plus d'1 million de kilomètres de la cible, son signal a été brutalement interrompu. Un instant, les analystes ont cru à une panne du système. Puis apparut l'image finale, un reflet, un écho fractal de la sonde elle-même, comme si SWN l'avait scanné à l'identique. Quelques instants plus tard, le flux vidéo s'interrompit brutalement. Les ingénieurs qui ont analysé les données l'ont qualifié de mur d'énergie, un champ en forme de treillis semblable à une cage de Faraday, conçu non seulement pour protéger, mais aussi pour repousser les intrusions. Si cela s'avère vrai, alors SW ne fait pas que passer. Elle est défendue, surveillant activement et contrant toute menace qui s'approche de trop près. Les implications sont glaçantes. Non seulement elle est immense, mais elle est consciente. Les données spectroscopiques recueillies sur Internet ont ajouté une nouvelle couche de mystère. Au lieu du mélange habituel de glace, de poussière et de silicate attendu des comètes, le spectre de SWN a révélé des traces de molécules organiques complexes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, si raffinés et structurés que certains scientifiques ont suggéré qu'elles semblaient artificielles. Ce sont les éléments constitutifs de la vie, les précurseurs des acides aminés, les germes mêmes à partir desquels la biologie peut émerger. Contrairement aux mélanges désordonnés et chaotiques présents dans les comètes primitives, les composés organiques de SWN étaient purs, alignés, presque trop parfaits. Certains ont émis l'hypothèse que SWN ne serait pas simplement une machine, mais un vaisseau mère, un vaisseau conçu pour transporter et peut-être disséminer la vie à travers les systèmes stellaires. Si Atlas était un drone, agile et actif, et Swan une forteresse massive et protégée, alors ensemble, ils pourraient représenter différentes étapes d'une mission bien plus ancienne. Observation, protection et peut-être colonisation. Si tel est le cas, la place de la Terre dans cette histoire ne serait pas fortuite. Nous pourrions être la prochaine étape d'un plan qui nous précède de plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors que la période d'obscurité s'allongeait, des observateurs indépendants remarquèrent un détail que peu osaient évoquer ouvertement. Les trajectoires d'Atlas et de SWN ne convergeaient pas par simple coïncidence. Elles semblaient s'aligner vers une même région de l'espace, un couloir les rapprochant l'une de l'autre près du Soleil. Pour des objets naturels, une telle précision serait absurde. Mais ici, cette danse orbitale semblait intentionnelle, comme deux navires arrivant au port pour se retrouver. Certains théoriciens ont avancé l'hypothèse d'un ravitaillement, le Soleil jouant le rôle d'un point de recharge énergétique pour les deux objets. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un audit, d'un contrôle de système où Atlas aurait transmis les données collectées durant son voyage, tandis que Swan aurait servi d'archive ou de transmetteur vers un système plus éloigné.
L'idée la plus troublante, cependant, était que cette réunion n'était pas la leur, mais la nôtre. Que l'humanité, dotée d'instruments enfin suffisamment perfectionnés pour observer, soit devenue partie intégrante du plan. Car si ces phénomènes étaient passés inaperçus pendant des millénaires, pourquoi se concrétisent-ils maintenant si clairement, si visiblement, et à un moment où nous sommes capables de les contempler? Peut-être le véritable rendez-vous n'a-t-il pas lieu entre eux, mais entre eux et nous. Alors que les instruments de Webb continuaient de se concentrer sur SW, les scientifiques firent une découverte si inattendue que les premiers rapports furent presque noyés dans la masse. L'objet ne se contentait pas de réfléchir la lumière du Soleil. Il émettait un rayonnement dans une bande de fréquence quasi inexistante dans l'univers naturel, situé entre les rayons X-MUS et les rayons gamma. Les comètes et astéroïdes naturels ne produisent pas d'émissions structurées dans cette gamme de fréquences. Pourtant, les ondes courtes pulsaient avec précision, comme si elles envoyaient des intervalles codés. Ces impulsions surchargeaient les détecteurs terrestres de petite taille, provoquant même une cécité temporaire des capteurs d'un prototype de réseau de télescopes en Australie. Certains ingénieurs ont décrit cet effet comme un brouillage délibéré, une technologie capable de rendre aveugles les capteurs adverses. Pour la première fois, des rumeurs d'hostilité ont commencé à circuler. Il ne s'agissait pas simplement d'une forteresse. Il pourrait s'agir d'une stratégie visant à contrôler ce qui pouvait ou ne pouvait pas la voir. Si Oumuamua était silencieux, énigmatique et insaisissable, Swan était tout le contraire. Bruyant, autoritaire et perturbateur, il plie à sa volonté non seulement son environnement, mais aussi nos instruments. Puis vint le signal. Des observateurs de satellites amateurs signalèrent une impulsion d'énergie provenant du sud-ouest de l'Atlantique Nord et pointant non pas vers la Terre, mais vers la Lune. Le paquet d'ondes était complexe. Il était structuré en plusieurs couches, avec différentes amplitudes, fréquences, polarisation et harmoniques. Linguistes, mathématiciens et cryptographes se sont efforcés de décoder ce qui ressemblait moins à du langage qu'à du code exécutable, un ensemble d'instructions. Lorsque le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a triangulé la trajectoire de l'explosion, il a confirmé sa destination, une région spécifique de la surface lunaire connue pour ses masses-condenses, des anomalies gravitationnelles sous la croûte. Pendant des décennies, ces sites sont restés des mystères, des concentrations de masse exceptionnellement élevées qu'aucune théorie géologique n'expliquait pleinement. L'idée était glaçante. Et si SW ne se contentait pas d'observer? Et s'il activait quelque chose enfoui sous la Lune, quelque chose de dormant, attendant le signal adéquat? Si cela s'avérait vrai, alors la Lune, longtemps considérée comme la silencieuse compagne de la Terre, pourrait en réalité faire partie d'un système que nous n'avons jamais compris. Lors du passage de Swan, les stations de surveillance mondiales ont commencé à détecter des anomalies non pas dans le ciel, mais sur Terre même. Des magnétomètres répartis sur tous les continents ont enregistré des impulsions synchrones toutes les 43 secondes, correspondant parfaitement au cycle d'émission de SWN. Des sismographes en Antarctique, en Amérique du Sud et en Asie ont enregistré des vibrations à très basse fréquence qui n'ont pu être attribuées à aucune activité tectonique. Plus inquiétant encore, des populations entières d'animaux migrateurs, d'oiseaux, de baleines et d'insectes ont modifié leur schéma de navigation de manière synchronisée, comme si elles réagissaient à une boussole invisible qui aurait soudainement basculé. La Terre elle-même semblait vibrer, comme si un souvenir oublié, enfoui au plus profond de sa croûte, se rappelait quelque chose. Les scientifiques se demandaient s'il s'agissait de coïncidences, de séquelles de tempêtes solaires ou de liens cachés avec la présence de SWN. Mais pour ceux qui observaient attentivement, le message était clair. Il ne s'agissait plus d'un événement cosmique se produisant là-bas. Il nous avait atteints, vibrant à travers notre planète, altérant les systèmes même que nous pensions indépendants des étoiles. À présent, astronomes et théoriciens ont commencé à élaborer un scénario trop effrayant pour être évoqué à voix haute. Et si Oumuamua, ce premier visiteur étrange de 2017, avait été la serrure? Une sonde silencieuse envoyée pour tester la préparation de l'humanité, une serrure attendant le bon déclencheur. Et si Atlas et SW réunis représentaient la clé
le drone et la forteresse, le messager et le gardien, l'un petit, agile, manœuvrant, collectant des données, l'autre vaste, protégé, porteur de l'énergie et de l'autorité nécessaires pour déverrouiller quelque chose de plus ancien, de plus grand. Cette hypothèse est étayée par une coïncidence troublante. Lors d'une des impulsions les plus fortes de Swan, les deux sondes Voyager ont brièvement dévié de leur protocole, transmettant des rafales de données que les analystes n'ont pas encore décodées, comme si quelque chose en elles, dormant depuis des décennies, s'était réveillé. Si cela se confirme, alors l'arrivée de SWN ne marque pas le début d'une histoire. Elle est la continuation d'une histoire qui a commencé bien avant nous, avec des cycles inscrits dans la trame même de l'espace. Et si nous venons de déclencher le mécanisme de verrouillage, alors ce qui va suivre était inévitable. Le télescope James Webb a été construit pour observer l'univers, pour scruter les premières lueurs du monde et décrypter l'histoire des galaxies disparues. Mais il nous a offert un reflet, nous obligeant à envisager la possibilité que cette histoire n'ait jamais concerné les étoiles lointaines. Swan et 3i Atlas ne sont pas arrivés par hasard dans notre système solaire, tels des errantes cosmiques. Leur synchronisation, leur ampleur, leurs manœuvres impossibles et leur silence durant la panne d'électricité indiquent une intention. Une serrure et une clé, un drone et une forteresse. Un rendez-vous qui ne devait pas être vu. Et pourtant, nous l'avons vu. Cela change tout. Car cela signifie que pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a peut-être intercepté non pas un objet aléatoire, mais une mission, une séquence, un cycle plus ancien que la civilisation elle-même. Il est temps de revenir lorsque nous aurons enfin construit les instruments capables de le percevoir. Et si cela est vrai, alors la vérité terrifiante est la suivante. Nous n'avons jamais été les observateurs, mais les observés. Les pulsations de SSWN à travers le champ magnétique terrestre, ces transmissions codées vers la Lune, ces résonances qui se propagent chez les animaux et le long des failles géologiques, tout cela suggère que notre planète fait partie de cette histoire depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginions. La forteresse n'est pas là par hasard. Atlas n'est pas seul. Ensemble, ils font peut-être partie d'un système que nous ne comprenons pas. Un système qui considère la Terre non comme un accident, mais comme un nœud, un point de données, voire une cible. Qu'il s'agisse de prise de contact, de placement ou d'activation, le but reste secret. Mais le silence de nos agences et le blackout imposé à nos télescopes en disent plus long que n'importe quel communiqué de presse. Nous voulions des réponses. Au lieu de cela, on nous a tendu un miroir. Swan et Atlas ne sont pas de simples anomalies célestes. Ils sont la preuve que nous avons peut-être franchi un seuil, un point où l'univers commence à nous répondre. Et le plus terrifiant n'est pas que nous ne comprenions pas ce qui se passe. C'est que peut-être nous n'aurions jamais dû le comprendre. La question n'est donc plus de savoir si l'humanité établira le contact, mais plutôt si ce contact est déjà établi et si le véritable signal n'était pas ce que nous avons reçu, mais ce que nous avons émis par la simple observation. Car parfois, l'acte d'observation est en lui-même un message, et il se pourrait bien que le cosmos nous réponde enfin.